Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, nous sommes avec Flavie. Flavie, ça va la pêche ? La pêche, la banane, la pêche, tout la ça, patate, tout ça, la tout banane. ça, la même blague depuis le début des podcasts. Superbe. Et nous sommes également avec Thomas Munier, alias Pika. Thomas, ça va la pêche ? Salut tout le monde. Tu es ici pour nous parler de technique. Ça va être la première partie d'un podcast consacré aux picaseries. Alors les techniques de Thomas, eh bien ça passe aussi par les musiques. Et Alors les notamment, techniques de maîtrise. les techniques de maîtrise, absolument. Justement, on verra peut-être dans le prochain podcast si les techniques ne sont que quelque chose valable pour le jeu de rôle traditionnel ou pas. Ce sera une des questions qu'on soulèvera, mais dans une prochaine partie de podcast. Un vaste débat. Là aujourd'hui, nous allons nous consacrer à une technique bien particulière qui est celle de l'utilisation des musiques. L'utilisation des musiques, on réfléchira aussi à ce que ça signifie que d'utiliser des musiques. Est-ce que la musique peut s'utiliser ou pas ? Et surtout, est-ce que des fois il faut réserver des moments de silence, tout ça. Voilà, exactement. Donc on va parler un petit peu de tout ça avec Thomas, qui a toute autorité pour nous parler de ça, puisqu'il a édité de façon indépendante par le biais de son blog Lulu Outsider et par le biais également de Lulu, un ouvrage consacré entièrement aux musiques sombres pour jeux de rôle sombres. Thomas, est-ce que tu peux commencer par nous présenter un peu ton travail ? Ouais, tout à fait. Donc musique sombre pour jeux de rôle sombre. C'est à la base des chroniques musicales que j'avais faites sur le forum Terres étranges. Ouais. Où en fait je faisais des chroniques d'albums de genres musicaux divers pour expliquer comment moi je les utilisais dans mes parties de jeux de rôle d'horreur. D'accord. Alors quand je dis jeux de rôle d'horreur, c'était vraiment au sens large puisque ça incluait des jeux de rôle qui étaient vraiment prévus pour faire de l'horreur, tels que Sombre, Little Fears, Cult. Ouais. Tout comme ça incluait des jeux de rôle qui n'étaient pas à vocation horrifique. Ou alors light horrifique, par exemple, on prend les ombres d'Estérène où l'horreur est présente, on va dire, sous forme de décor. D'ailleurs, les ombres d'Estérène, ils ont pas sorti une BO pour leur... C'est comme ça. Oui, tout à fait. Ouais, ils ont que j'ai, mais bien qu'elle le mériterait, je l'ai pas chroniqué, mais effectivement, il y a une très jolie BO par Delphine Bois qui s'appelle D'ombres et d'obscurité. Je crois, oui, c'est ça. Voilà. Et puis également, j'ai aussi fait des chroniques destinées à des jeux de rôle qui n'étaient pas du tout d'intention horrifique, mais qui pouvaient quand même contenir, notamment à certains moments de climax, qui pouvaient contenir des passages horrifiques. Donc par exemple, pouvait y avoir Star Wars, Devastra, Pavillon Noir, et ainsi de suite, parce que j'estime que même quand on fait du jeu de rôle pulp, il peut y avoir des passages vraiment horribles, tout simplement si on tombe face à des antagonistes qui utilisent des moyens déloyaux et sales, ou qu'on tombe sur des créatures monstrueuses, ou voilà, il pouvait y avoir plein de moments horrifiques, même dans du jeu de rôle pulp. Yes. Alors, moi déjà, j'aimerais dire que j'ai beaucoup aimé ton livre. Merci. Et voilà, moi, en plus, ça me touche beaucoup parce que c'est le genre de musique que j'écoute. Et ça me faisait du bien de voir quelqu'un en parler, tu vois. Enfin, par exemple, Violet Stigmata, le moment où tu mets quelle musique écouter, parce que toute blesse, la dernière tue. Moi, j'avais trouvé ça déjà super mignon. Enfin, c'est joli, c'est joliment écrit, et je trouvais que, en fait, ce que tu mettais, qu'on soit d'accord ou pas, ça fait du bien d'entendre quelqu'un parler de ce genre de musique et de parler de la musique qu'on écoute généralement, en fait, tout simplement. Bah, c'est l'orientation du bouquin, c'est que j'ai choisi petit 1 de parler de musique que j'aimais. On parlait tout à l'heure avec Romaric, quand t'es critique, est-ce que tu dois faire des critiques positives ou négatives ? Le parti pris de musique sombre pour jeu de rôle sombre. Au podcast sur Kourou qui est sorti la semaine dernière. En effet. Le parti pris de musique sombre pour jeu de rôle sombre, c'est vraiment de présenter que des albums que j'adore, quoi. Il y a pas un seul album c'est vrai que sur les dans forums, le bouquin sur lequel je pourrais dire du mal. Sur les forums ou sur le blog, il y a des gens qui critiquaient justement le fait que dans ce livre, on trouve beaucoup de death metal, beaucoup d'objets métal, enfin beaucoup de musique métalleuse, et donc forcément, des gens disaient oui, si vous n'aimez pas le métal, musique sombre pour jeu de rôle sombre n'est pas pour vous. Et là, moi, je tiens à leur dire que c'est pas vrai. Tout à fait d'accord. Ouais. Ben justement, je voudrais développer ça. C'est que moi, en fait, je pense que toi, ce que tu as fait comme travail avec musique sombre pour jeu de rôle sombre, c'est de mettre les musiques qui correspondent à ton folklore. C'est-à-dire que c'est édité dans une série de bouquins qui s'appelle Le folklore de Thomas Munier. C'est quand même pas un hasard. Ouais. Donc c'est pas tant
un livre de conseils général, global sur les musiques à utiliser dans n'importe quoi. Non, c'est l'ambiance sombre par Thomas Munier pour des jeux de rôle sombres par Thomas Munier. Enfin, c'est ta vision du truc. Ah oui, oui. Et c'est moi ce que c'est très personnel. c'est ça que je trouve fort dans cet ouvrage, c'est que c'est pas la Bible de mélange de jeux à usage des musicales. C'est les musiques de Thomas Munier pour ses jeux de rôle, ses ambiances à lui, son univers à lui. C'est le folklore de Thomas Munier. On est encore dedans. Donc, oui, puis c'est en vrai même qu'il faut temps, pas tromper les... Il n'y a pas que du métal, il y a aussi pas mal de jazz, il y a Anthony and the Johnsons, il y a beaucoup, il y a Tom Waits. Non, mais ceci dit, la critique porte, je trouve. C'est-à-dire que si tu n'aimes pas le métal, c'est vrai qu'il y a quoi? Il y a 65% du livre qui n'est pas pour toi, clairement. Ah, je dirais pas ça. Alors, j'ai fait un calcul sur les 100 chroniques principales, je crois qu'il y en a 20 qui sont du métal. Alors, il y a l'effet peinture noire, que j'ai expliqué dans un précédent podcast. C'est-à-dire que si tu peins 20% des murs de ta maison en noir, on a l'impression que toute la maison est noire. Donc ça, c'est vrai, il y a cet effet un peu de distorsion. La présence du métal donne l'impression qu'il y a que ça. Oui. Mais il y a clairement des... et puis de toute façon, en règle générale, il y a beaucoup de musique sombre, lourde et expérimentale, ça c'est vrai. Mais effectivement, je parle tout autant de pop, d'électro, mais de bien piano. Sûr, mais je pense que l'élément essentiel à dire et à répondre aux gens qui critiquent ton ouvrage par ce biais-là, c'est te dire, ce livre n'est pas un jeu... un livre qui dit comment illustrer tous vos jeux de manière générale avec de la musique. Ce jeu parle bien d'une certaine manière d'illustrer ses parties avec une certaine ambiance qui correspond à l'horreur telle que Thomas Munier l'imaginait. Ça c'est important. Du coup, ça comporte sa part de violence, de dégoût, de saleté, on va en écouter au fur et à mesure gore. De ce podcast, donc, on va écouter forcément. Si vous voulez parler de lourdeur, si vous voulez parler de monstruosité, c'est possible de le faire avec des musiques qui sont pas des musiques sombres, mais c'est quand même nettement plus approprié d'utiliser des musiques sombres. Ah, c'est tout bête, pour faire une ambiance flippante dans un grand vaisseau. C'est pratique d'utiliser les musiques d'Alien plutôt que d'utiliser Beethoven, quoi. Et encore, justement, moi, ce qui me fascine avec le livre de Thomas, c'est que justement, tu rentres dans un univers qui n'est pas le tien. Si je mets des musiques d'horreur à la Alien dans mon jeu, on va reconnaître l'univers de Romaric Briand, machin truc. Là, non, c'est pas ça. Et justement, ce que j'aime bien, c'est que moi qui n'aime pas connotées aussi. Voilà, ça c'est très intéressant. Et puis aussi, histoire de rendre service au lecteur, j'aurais pu, j'en propose quelques-unes, mais j'ai voulu faire l'impasse sur sur les bandes originales de films et sur les bandes originales de jeux vidéo, parce que j'estimais que les rôlistes les connaissaient déjà. D'accord. Et par conséquent, ça me paraissait pas approprié de leur faire découvrir des choses qu'ils connaissaient déjà. Je préférerais les amener dans des terrains un peu plus vierges, un peu plus inconnus. Là, la satisfaction que j'ai eue avec les petits 6 mois d'existence du bouquin, c'est qu'il y a des gens qui étaient même connaisseurs de musique sombre, de musique lourde, et qui avouaient qu'effectivement ils avaient fait des découvertes avec le bouquin. Donc de toute façon, j'amène les gens dans les terrains inconnus et je les tiens pas trop par la main et je les laisse retrouver leur chemin tout seuls. Alors c'est ça l'horreur aussi. Ça c'est un des gros points forts selon moi justement du livre. En tout cas pour quelqu'un comme moi qui déteste le death metal et toutes ces conneries là, moi ce que je trouve génial avec ce bouquin, c'est que justement ça aborde le métal. Donc moi pas du tout. Moi je suis pas du tout fan de ce genre de musique, mais vraiment pas, Thomas. Je ne supporte pas ça. Et ce que j'adore, c'est que malgré tout, les musiques que tu proposes mettent quand même mal à l'aise. Et du coup, ce qui est très intéressant, c'est que tu me dis, regarde Rome, avec le métal, tu peux utiliser le malaise que tu ressens quand tu écoutes la musique. Personnellement, moi, je ressens du malaise quand j'écoute le métal, donc j'en écoute pas. Mais justement, mon gars, et c'est ça, moi, que je trouve qui est fort dans Musique sombre pour jeux sombre, c'est qu'il dit, vous n'aimez peut-être pas le métal, mais si ces ambiances vous mettent mal à l'aise, mais utilisez d'autant plus les ambiances métal, puisque c'est justement ça le point. Moi-même, il y a certaines musiques que j'utilise que dans le cadre de jeux de rôle d'horreur, parce que, par exemple, on aura peut-être l'occasion de parler de la bande son d'Eraserhead. Ça, j'écoute pas ça pour me faire plaisir. Non, mais je crois que personne, en fait. On peut peut-être commencer à diffuser des morceaux, peut-être, puisque tu en parles du morceau. Ouais, à la limite, on va faire ça. On va commencer par le pire, ça va être plus rigolo. J'avais prévu un autre chapitrage. On va commencer. C'est pas grave. On va suivre ton chapitrage. Ok, alors je vous explique le chapitrage. Ouais. On parlait, grosso modo, musique sombre pour jeux de rôle sombre. Il vous amène à découvrir
une sorte d'enfer personnel qui est composé de 10 cercles. Ouais, déjà, il y a déjà de l'univers. C'est pas uniquement un livre de conseils. Voilà. En fait, c'est un univers composite qui va être composé de tous les jeux de rôle que j'aime bien, et puis aussi de tous les sons que j'aime bien, quoi. Et donc, le premier cercle, c'est les déserts. Deuxième cercle, détresse. Ensuite, on a les dédales, la démence, les décombres, les déités. Et donc là, on va suivre ces cercles. Donc ce que je vous propose, effectivement, c'est on va passer de cercle en cercle. Yes. On va s'enfoncer, un petit peu comme si on était en train de faire une partie de jeu de rôle, sonorisée par moi-même. D'accord. Alors, il faut savoir aussi pour les auditeurs, pour être tout à fait honnête, que ce podcast a déjà été enregistré une fois et qu'on avait voulu l'enregistrer en passant les musiques, en fait, en même temps qu'on parlait, et que le son, en fait, a été tellement détérioré notamment par les parasites, en fait, du portable de Pika. Ouais, on n'avait pas le meilleur matériel du pour coup, faire on ça. n'avait pas du tout le bon matériel. Donc, du coup, cette fois-ci, on ne va pas parler sur les musiques, même si toi, c'était un peu ton point de dire qu'on peut parler sur les musiques, mais Thomas, on va diffuser les musiques et on reprendra la parole après. Alors le premier désert, tu commences avec quel morceau? Alors les déserts, donc en fait, il y a toutes sortes de déserts. Moi, je trouve que c'est le lieu horrifique par excellence. Que ce soit les endroits désolés qu'on trouve dans Monostatos, que ce soit le désert de glace que tu peux avoir dans la campagne Les Montagnes Hallucinées ou dans le film The Thing de John Carpenter, que ce soit aussi par exemple l'océan couvert de sacs plastiques qu'il y a dans Sens Renaissance. Dans X-Files, je sais bien que c'est pas du jeu de rôle, mais dans X-Files, il y a énormément de scènes dans des déserts, même dans en déserts humains en fait, où les grandes forêts où il n'y a que des qu'il y a aussi dans ton jeu en fait. Les grandes forêts, on a l'Antarctique dans X-Files. Pour moi, la forêt est un désert. L'Alaska, l'Arizona. Énormément l'Arizona. La zone exactement. 51, voilà. 51, Ça en jeu de rôle, si vous jouez à Z-Corps, où je pense à Sombre. Dans Sombre, le scénario du livre de base, il se passe dans une maison qui est isolée au milieu ça doit être l'Arizona, un désert, il y a rien, il y a pas une touffe d'herbe et tout. Et le seul endroit où les mecs se réfugient, c'est juste l'omphale de l'enfer, quoi. Non mais pareil, tout ce qui est je retrouve pas mes mots aujourd'hui. La montagne à des yeux, la colline à des yeux, la colline à des yeux, et puis son homologue en jeu de rôle Dead Sang. C'est tous ces trucs là où tu penses que tu es seul, mais en fait non. Dead Sang, c'est un jeu de Le Dupontesque, ça, non? Oui, tout à fait, ouais. D'ailleurs, je tiens à c'est de l'horreur redneck, ambiance massacre à la tronçonneuse. Je sais qu'il écoute les podcasts, et je tiens à lui dire que je suis désolé parce que je lui avais dit que ce mois-ci on ferait des podcasts avec lui, mais malheureusement on ne va pas avoir le temps. Donc tiens, tant qu'on parle de lui, j'espère qu'on aura l'occasion en fera un de lui rendre jour, honneur. parce que vraiment son univers a l'air vraiment intéressant aussi. Allez, on écoute peut-être la musique et puis on en parle après. Ok, alors justement la musique c'est une petite réponse à ceux qui n'aiment pas le métal, parce que effectivement il faut penser à eux quand même. D'accord. Puisque là on va vous proposer un groupe qui est extrêmement connu. Il s'agit de Pink Floyd. Et donc c'est tiré d'un album qui s'appelle Umaguma. Alors Umaguma est composé de 2 albums. Il y a l'album live et l'album studio. Alors je vous déconseille d'utiliser l'album studio. Je trouve pas. Il est très très hétérogène. Par contre l'album live est vraiment excellent. C'est un album très homogène. Pour moi, c'est important en fait. C'est important de pouvoir parce que quand vous êtes un MJ, je sais qu'il y a des MJ qui font des playlists de MP3 et tout, et qui sont tout le temps en train de jongler. Moi, mais c'est dangereux en fait, parce que là t'es plus MJ, t'es DJ, et en fait ça te bouffe vachement d'énergie de faire cette transition. Alors si t'y arrives, je pense à un petit clin d'œil à Kobold qui traîne sur Antonio Bay et Casus No. Je sais qu'il pratique beaucoup ça, il passe beaucoup de temps à faire ses playlists avec amour, j'imagine. Moi je sais que j'ai commencé à le faire au début de ma carrière de MJ et j'ai laissé tomber parce que ça me bouffait vraiment beaucoup d'énergie. Et en fait j'avais tendance à casser le rythme des parties pour changer de son, et c'est pour ça qu'après nous arrive aussi j'ai opté pour des albums qui étaient très homogènes. L'idée c'est que si je sais que je passe un CD et qu'il peut tourner sans que je m'en occupe pendant 45 minutes avec toujours le même type de son, je vais pouvoir me concentrer sur la maîtrise, quoi. Mais en fait, ça c'est un point essentiel, c'est qu'en général, quand tu es MJ et que tu utilises des musiques, tu fais ce qu'on appelle des playlists.
C'est-à-dire qu'en fait, tu te prends pas la tête justement à changer les musiques. T'as des dossiers directement. Tu sais que t'es dans telle ambiance, tu mets le dossier et c'est bon quoi. Ouais. Tu te prends Ouais, pas mais là, à la rigueur, ça te prend vachement de temps de faire ta playlist aussi, quoi. Ouais, c'est. J'ai fait On aussi. écoute peut-être. Et c'est souvent plus Je me rends compte qu'on hétérogène. est déjà à un quart d'heure de podcast. Si t'as 10 musiques à nous faire écouter. Premier son.
C'est vraiment C'est singulier. le titre comme qui son. surprend. Hein. Alors ça fait, il est très très long. Je sais pas si je pourrais diffuser. Moi, je te conseille de t'arrêter au bout de 4-5 minutes. L'intégralité, mais alors vraiment, c'est pas du tout la musique que j'attendais. C'est-à-dire que, en fait, déjà, tu nous parlais tout à l'heure avant que la musique ne commence, tu nous parlais d'homogénéité. Et d'un seul coup, là, dans la musique, à 3 minutes 10, il y a une espèce de cri. Alors, ouais, parce pourquoi alors, parce que j'aime bien la petite facétie dans cet album. Donc, Pink Floyd est facétieux. Ouais, je crois que c'est surtout Thomas Munier qui est facétieux. Ouais, non, parce que là, clairement, en fait, je l'ai utilisé. Bon, c'est vrai que cet album il est très homogène, sauf pendant 1 minute. Voilà. Je pense que je vais passer juste l'ensemble de l'album qui doit faire une grosse demi-heure. C'est du space rock, vraiment joué lentement. On est presque parce que je pense que le genre n'existe pas à l'époque. Pour moi, c'est un album qui est précurseur du dark ambient. Donc dark ambient, c'est un genre de l'électro. Pour faire simple, le dark ambient, c'est des BO de films d'horreur qui n'existent pas, quoi. Donc, à la limite, si vous avez un truc à retenir sur les musiques sombres, c'est dark ambient. D'accord. Vous faites des recherches sur Internet et là, vous allez découvrir un monde terrible. Alors bon, je reviens à cette piste. De l'album qui s'appelle Be Careful with That Axe, Eugène. Elle commence donc avec Fais attention avec cette hache, Eugène. Ouais, tout à fait. Elle commence avec ce space rock qui est vraiment lent, hypnotique. En fait, on a l'impression d'être dans le jeu de rôle Sable Rouge, ou alors on est à Hollow Earth Expedition en train d'explorer une ancienne mastaba, vous savez, les mais les tu vois, tombeaux, même le rythme qu'il y a dans cette égyptiens. musique au début, je trouve ça presque berçant en fait, parce que c'est tu sens que t'as peur, tu sens qu'il y a quelque chose qui monte, et en même temps c'est comme si quand tu cherches quelque chose dans un jeu de rôle et que t'explores, au début il y a pas de souci, même si t'es toujours un petit peu flippé, tu finis par te faire bercer par le rythme, et le fait que le truc casse à un moment, enfin ça amène le moment où tu peux casser le rythme. Moi, le poum 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 régulier comme ça me fait aussi penser à la marche d'un homme, la marche lourde d'un homme. C'est vraiment de la musique d'exploration qu'on imagine bien. Dans le sable, la les marche persos en train d'explorer un désert où pour moi c'est vraiment le tombeau égyptien, je sens qu'il est plein de sable et tout. Et en fait, il y a un moment, les guitares commencent à s'emballer et on entend un hurlement strident qui dure au moins 30 secondes. C'est très très surprenant. Là, pour l'idée, c'est moi j'ai déjà maîtrisé sur cette musique où en fait tu prévois que au moment où on entend le cri, il y a une saloperie qui sort, quoi. Il y a un sarcophage qui s'ouvre, il y a une horrible momie à visage d'hippopotame et ça te prend pas qui de surgit. Temps, et là, c'est pas un peu DJ quand tu fais ça. Ouais, mais cet album-là, il y a un clin d'œil. Ouais, voilà. Le reste du temps, j'utilise des trucs super homogènes, mais bon, de temps en temps, faut savoir ménager ses effets quand même. D'accord. Alors là, ça c'est le premier cercle, celui des déserts. Tout à fait. Ouais. On entre dans le deuxième cercle. À moins qu'il y ait quelque chose à ajouter sur cette ambiance désertique. Non. Moi, pour le désert, si je peux imiter le vent, moi, pour le désert, justement, tu vois, un petit peu à l'image de la magnifique blague, une fois de plus, qu'est en train de faire Flavie. Moi, j'aurais plutôt mis, justement, une ambiance désertique, mais au vrai sens du terme. C'est-à-dire que on peut trouver, dans le commerce, sur Internet, des banques de sons, dont certains sons qui sont issus directement de la nature. Ouais. Et, ce qu'on appelle du field recording. Absolument. Et en fait, grâce à ces enregistrements, on peut tout à fait diffuser une musique issue d'un désert, le vent sur les dunes, ce genre de choses. Et moi, typiquement, dans les parties de sens néant que je maîtrise, j'utilise donc la vieille technique de Kobold, où j'ai des playlists, etc. Et il se trouve que moi, j'utilise des sons de la nature. Et ça, depuis qu'on a eu une discussion avec Masha Lobanova, sur la façon dont les rôlistes en général, l'utilisation que les rôlistes en général font de la musique. Et elle nous disait, en gros, dans son... Je sais pas si t'as écouté ce podcast, Thomas. Si, mais rappelle-moi quand même. Elle nous disait que la musique ne s'utilise pas de cette manière-là, parce qu'on ne peut pas parler sur une autre voix. Sinon, ça devient cacophonique, en quelque sorte. Si je parle... Par exemple, sur le Requiem de Mozart, ça devient cacophonique parce qu'il y a la voix d'un artiste qui s'exprime, tandis que la voix d'un meneur de jeu s'exprime en parallèle. Et donc, du coup, elle disait, elle, que c'était mieux de diffuser
quand on était sur la description, de diffuser des sons issus de la nature, parce que là, on peut plus facilement parler dessus. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'elle disait que le fait d'utiliser la musique comme ça en continuité sur une partie de jeu de rôle, ça atténue son utilisation à un moment donné. C'est-à-dire que si tu utilises le silence, en fait, tu peux utiliser le silence pour mettre en valeur la musique que tu veux mettre en valeur. Alors justement, sur ce point, lors le premier enregistrement et le premier podcast, on avait eu un débat là-dessus. Un débat enfiévré. Hein. Voilà, et donc où je soutenais que J'avais justement, frappé Romaric. on ne pouvait pas parler sur le Requiem de Mozart. Et voilà. Et vous, ça vous avait, Thomas et Flavie, ça vous avait vraiment révolté que j'ose dire ça. Alors, je voulais juste très rapidement, avant de développer par la suite, au sujet des captations de son, hein, des sons d'ambiance. Ouais. J'en parle pas dans le bouquin. Bon, déjà parce que moi, j'utilise pas en fait. Ça me fait chier. J'utilise pas. Et puis aussi parce que c'est pareil, les rôlistes connaissent. Ouais. À la limite, je leur conseillerais pour une utilisation propice de ce type de son, je leur conseillerais d'explorer l'excellent site Ambiance de jeu de rôle, qui est grosso modo la référence sur internet si vous voulez faire de la scénographie. Si vous êtes un MJ qui aimait tout ce qui est scénographique, allez sur Ambiance de jeu de rôle. En plus, Steve, le taulier de ce blog, m'a fait l'honneur de m'accueillir sur un article. J'ai écrit un article sur le jazz. Il écoute le podcast de la cellule là, très régulièrement. Ouais. Passe des commentaires. Et donc, je pense que si vous voulez savoir comment utiliser des sons d'ambiance, allez chez lui. Vous allez trouver des trucs. Voilà. C'est très bien que tu cites ce site. C'est bizarre. C'est très bien que tu cites ce site. Merci Thomas de nous rappeler cela. Et pour revenir sur ta petite discussion, peut-on parler sur Mozart ou sur certaines musiques ? Je comprends que, moi je pense qu'il y a deux utilisations possibles de la musique. C'est-à-dire que je vais pas dire il faut pas parler sur la musique ou il faut parler sur la musique. Je pense que quand on veut vraiment découvrir de la musique et vraiment s'arranger pour que ça nous fasse quelque chose, juste s'arranger pour ne rien faire à part écouter la musique et la laisser nous emporter là où elle veut nous emporter, c'est bien. Mais je pense que ce n'est pas la seule utilisation possible de la musique. La musique peut aussi faire partie de l'ambiance. On me diffuse de la musique pendant les soirées, par exemple, ou par exemple quand je travaille, moi j'aime bien écouter de la musique. Sans m'en rendre compte, en fait, elle m'emmène quelque part pendant que j'écris. Et je trouve ça très agréable. Et je pense que c'est la même chose en jeu de rôle, en fait. Je fais cette comparaison parce que tout à fait d'accord avec toi. Parce que quand tu diffuses de la musique pendant un jeu de rôle, en fait, j'ai un peu la même utilisation que lorsque j'écris. Je me rends pas forcément toujours compte qu'elle est là, mais au final, la musique va m'emmener là où elle allait m'emmener. Et puis quand tu éteindras la musique, tu t'apercevras que ce que tu as écrit, c'est tout pourri. Ah, ça dépend. Parce qu'en fait, la musique compense le manque. Moi, ça m'est arrivé d'écrire en musique sur certains livres. Résultat, je l'ai donné à Bernadette Richer après pour correction. J'étais obligé de le réécrire. Voilà, moi c'est ça. Mais mon opinion, Romaric, c'est qu'en fait, on n'est pas égaux face à cette perception de la musique. Thomas. L'utilisation que j'en propose dans musique sombre, c'est vraiment la même utilisation qu'en fait un scénographe. En fait, ce que je propose, c'est de scénographier vos parties de jeu de rôle. Donc, c'est de proposer, parce que dans les deux visions que Fly nous donnait, il y avait première vision, une vision en tant que œuvre à découvrir en tant qu'œuvre, et la deuxième vision en tant que musique, en tant que illustration, scénographie, voilà. Et c'est celle-là que tu proposes, toi, Thomas, dans ton bouquin. Ouais, si on veut. De toute façon, mon objectif quand je maîtrise une partie, même si on peut en parler avant ou après, mais je suis pas là en train de dire, écoutez, c'est super et tout. Parce que déjà je trouverais que c'est assez contre-immersif en fait de commenter la musique. Donc généralement voilà, si on doit avoir des discussions sur les trucs qu'on a écoutés, on le fait avant ou après, mais on essaie de pas le faire pendant. D'accord. Et pour la façon dont je vois la musique et dont j'essaie de la faire voir à mes joueurs, c'est effectivement comme un décor, quoi. En fait, c'est-à-dire que... Et c'est pour ça que la dernière fois, quand on a enregistré le podcast, tu as tenu tant à ce que on parle, en fait, sur la musique en même temps qu'on enregistre le podcast. C'est comme ça que je le fais quand ça je a foiré en termes de son, mais ton idée de faire ce podcast, en fait, tu voulais que ce podcast, c'est la structure que tu proposes de la musique. Et je pense... c'est très intéressant. Là, bon, c'est vrai qu'on fait le podcast pour la deuxième fois. Je pense qu'aussi, on est vachement plus détaché et je trouve qu'on était beaucoup plus impliqués. Et je pense que nos débats étaient un peu plus passionnés la première fois qu'on l'a fait, et je pense que c'était aussi parce que tout simplement la musique c'est
c'est un exhausteur de sentiments, un exhausteur d'illusions. Ah, c'est intéressant ça. Tu veux dire que le débat la dernière fois était passionné parce que justement. Je pense que avec Mozart. Ou tu t'es mis à hurler avec Mozart. Alors là. Ouais, enfin, hurler. D'accord. Je suis un peu excessive, mais je suis excessive. Mais tu t'es quand même vraiment fâché, Romaric. Tu t'es vraiment fâché. Non, je me suis pas fâché. Réécoute-le. Mais c'était intéressant. Enfin... Disons que moi, de ce que je me rappelle, ça t'avait en fait, et je pense que du coup, ça va carrément passer là-dessus pour la deuxième écoute. J'avais commencé à décrire une scène où en fait un serial killer procède à un rituel démoniaque. Donc ça peut être à Cult, ça peut être à Néphilim, à Maléfice ou encore à Crime. Et donc il est en train de lacérer une pauvre jeune femme dans un décor baroque avec des tentures rouges, des tapisseries de l'apocalypse, des bougies partout. Et en fait, pour lui-même, ce serial killer, imaginons que c'est un générique que je vais décrire à mes joueurs, et parce qu'en fait leur rôle ça va être de débusquer ce salopard, quoi. Et en fait on passe cette musique du Requiem de Mozart, qui est vraiment une musique lourde, une musique du jugement dernier. Je pense que ça donne encore plus corps à ce qui est en train de se passer. Et à ce moment-là, Romaric, effectivement, donc on passait la musique et j'expliquais ça en fait pendant que la musique passait. Et Romaric, tu m'as apparu effectivement tout à fait choqué, énervé, tout à fait. Parce que pour toi, cette musique, on aurait dû l'écouter en faisant rien d'autre. Alors en fait, et moi je parlais dessus. Moi, non, mais c'est un scandale. Ça y est, c'est reparti. Je vais encore m'énerver. Non, mais en fait, le truc, c'est que je suis d'accord avec les deux utilisations qui sont faites de la musique en règle générale. C'est-à-dire que je suis d'accord qu'il y a des musiques qui sont faites pour illustrer et des musiques qui sont faites pour écouter. Effectivement, je suis d'accord avec Flavie. Mais ce que je reproche, c'est qu'on fasse... C'est pas tout à fait ça que j'ai dit. Non, tu dis que la même chaque musique peut être utilisée de ces deux choses. Et c'est là qu'on n'est pas d'accord. C'est-à-dire que pour moi, chaque musique ne peut pas être utilisée pour ces deux choses. Il y a des musiques qui ont été clairement créées pour illustrer, et il y a des musiques qui ont été clairement créées pour être des œuvres à part entière. Oui, mais le Requiem de Mozart a été créé. Le Requiem de Mozart a été créé à une époque où il n'y avait pas de cinéma. Hein. Il y avait pas de jeu de non, rôle, mais il y avait déjà de l'opéra. Je te le rappelle, Fly. Mais donc c'était déjà la même chose. Mais quand elle était chantée, etc., il y avait quand même, il y avait très souvent une sorte de mise en scène. Les gens étaient habillés en noir. Personne, alors qu'il écoute une musique d'opéra dans son casque, ne dit je suis à l'opéra. Personne ne dit ça, parce que justement il manque l'image. De la même manière, quand t'écoutes la musique de John Williams de Star Wars, je suis à peu près persuadé qu'à l'époque de Mozart, quand les gens assistaient à l'opéra, ils ne se taisaient pas. Que c'est quelque chose de très contemporain de se taire en écoutant. À l'époque, justement, c'était un des problèmes de Cyrano de Bergerac qui se met à hurler sur les gens parce que justement personne ne se tait pendant la pièce de théâtre et qui trouve ça affreux et qu'il a envie que ça change parce qu'il trouve que justement personne ne s'occupe de l'œuvre en fait. Ils sont juste là pour rencontrer des gens et de temps en temps regarder le truc. Alors moi, je ne suis pas historien. Je suis le fruit de mon époque et de mon temps. Et pour moi, lorsqu'on passe le Requiem de Mozart, on ne parle pas dessus. Alors si tu si tu me permets de conclure là-dessus, Thomas. Et puis après on va mettre justement cette écoute musicale là, du Requiem de Mozart. De toute façon, ce qu'il y a à dire au sujet de l'utilisation de musique en jeu de rôle, c'est que il faut bien être conscient que c'est subjectif. Déjà effectivement, il y a des sensibilités qui vont pas apprécier qu'on me parle sur la musique, et il faut tout à fait les respecter. Et puis également, puis après je vais laisser la parole à Flavie. Ouais, Flavie. Également, il y a des genres, ça se trouve, vous allez passer une musique, vous en tant que vous adorez ce que vous passez et tout, et les joueurs vont soit ne pas aimer et ça va les sortir, absolument, ou éventuellement ils vont juste, des fois ils vont trouver. Je rappelle parce que je fais 2-3 conférences et je vais essayer d'en refaire sur musique sombre, jeu de rôle sombre. Pareil, je fais des écoutes et il y a un moment j'ai passé la musique pour le désert. Et en fait, il y a un des joueurs, il y a un des auditeurs qui m'a dit, bah non, pour moi, ça me m'évoque pas du tout le désert. Il trouvait que le son était trop varié. Enfin, et donc, de toute façon, ça marche par image et personne n'a les mêmes images mentales. Donc, de toute façon, quand vous utilisez de la musique, à la limite, c'est valable pour tout autre élément scénographique, montrer des images, utiliser des décors, les bougies et tout. Eh bien, il faut vous adresser à des personnes humaines qui ont toute une sensibilité et une réception différente de ce que vous proposez. Ah, moi, je voulais juste rebondir parce que tu as dit
parce que en gros le Requiem for a Dream, je trouvais ça intéressant de l'utiliser par exemple Requiem pour for a Dream. Le Requiem de Mozart. je fais que des choses comme ça aujourd'hui. Ouais. Pardon. Le Requiem de Mozart, Tu je as trouvais peut-être ça envie d'un peu de intéressant drogue, Flavie. un petit truc pour me Tire pulser. mon temps. Tu l'utilisais pour par exemple le serial killer. Je trouve ça assez intéressant parce qu'en fait, je pense que ça ne serait jamais arrivé s'il n'y avait pas eu les Hannibal Lecter et tous ces films qui ont en fait parce amené qu'Hannibal Lecter, il écoute de la musique classique. et qui ont amené en fait ce décalage entre l'horreur qui peut être montrée et la musique qui peut être très douce, et c'est un truc qui a été repris dans énormément de films après en fait. Ouais, absolument. Notamment quand tu vois de l'horreur, t'écoutes quelque chose d'assez doux. Je sais que John Woo par exemple l'utilise aussi beaucoup dans ses films. Et moi par exemple, tu vois, il y a une scène épique C'est aussi dans Bioshock, le jeu vidéo. Propos Tu es en train de Orange blaster Mécanique, des hein. zombies sur la musique de Tchaïkovski, là, ou je sais pas quoi. C'est quelque chose qui est en fait pas mal utilisé maintenant, ce décalage. Et moi perso, quand je pense alors que moi tu vois, j'ai découvert tout ce qui est Hannibal Lecter, etc. un peu sur le tard. Moi j'avoue, j'ai découvert ça beaucoup plus, enfin je crois que j'avais quasiment fini la fac quoi. Alors que moi du coup quand je pense à Serial Killer, moi je pense Radiohead, la chanson Climbing Up the Wall. Je sais pas si je l'ai très bien dit, où c'est un serial killer qui explique qu'il observe en fait des gens et qui ensuite il va leur exploser le crâne et qu'il aura jamais été aussi proche d'eux à ce moment-là et qu'il les aime. Mais tu parlerais sur de la musique de Radiohead? Ouais. Tu ferais un jeu de rôle sur de la musique parce de que je trouve Radiohead? que ces musiques, ils ont fait pas sur toutes, mais ils ont fait certaines Tu musiques. l'as jamais fait? Bah oui, parce que j'ai jamais masterisé ce genre de choses, mais ils ont fait certaines musiques qui sont clairement faites pour amener ce genre d'ambiance. Oui, mais ce sont des ambiances qu'on amène, mais à l'écoute. Ce sont pas des ambiances qu'on amène et sur lesquelles on peut parler. C'est ça, en fait, le point. Et je pense qu'il y a aussi différentes façons d'utiliser la musique dans un scénar. Je pense on qu'il y a, pourrait en parler pendant des heures, c'est très subjectif. Je pense qu'il y a aussi, dans un scénar, moi je sais que j'utilise aussi pas mal les cinématiques. Et je pense que c'est le genre de musique qu'on peut utiliser une fois que l'action a été faite. Et par exemple, moi, pour ce genre d'action, mais ça, je suis d'accord avec toi. Pour ce genre d'action, je mettrais aucune musique, genre quelque chose comme ça, genre vraiment, tu décris l'action nette, brute, de façon à ce que ça choque, et ensuite tu balances le truc. Mais là, je suis d'accord avec toi. Mais tu proposes une écoute à tes joueurs, c'est-à-dire que tu leur dis. Alors, c'est là que tu arrêtes de parler et tu proposes l'écoute à tes joueurs. Tu dis. Ah non, tu arrêtes pas forcément de parler. Pour la cinématique, tu mets la musique parce que ça peut être très bien le thème de la personne. Très peu de mots, mais ça sous-entend beaucoup de choses. Non, mais du coup, là, je comprends. Là, je trouve ça plus, tu vois, c'est pareil. Le Requiem de Mozart, tu décris une scène, par exemple, un enterrement ou je sais pas quoi, et tu mets le Requiem de Mozart derrière. Et là, tu ajoutes quelques mots, parce qu'on a quand même le droit de parler un minimum sur le Requiem de Mozart, tu vois, on a le droit de dire 2-3 trucs. Ça y est, t'es en train de faire des compromis. Je suis en train de faire des compromis, tu te rends compte, Thomas? Mais, par contre, évidemment, t'as le droit de faire une petite description, un truc. Mais c'est surtout que j'ai déjà testé ce genre de choses, et en fait, il y a des musiques sur lesquelles les joueurs, ils ont pas envie de parler. Je pense notamment à Thomas Fournier, un de nos amis. Si tu lui mets ça, il parlera pas sur cette musique, il se contentera d'écouter. Faut voir, comme tu disais, ça dépend aussi les gens que t'as en face de toi, en fait, faut voir aussi avec ces gens-là. Il y a des œuvres, ça se dose, de toute façon. Puis il y a des œuvres qui portent en elles-mêmes le mutisme. Par exemple, quand t'écoutes Star Wars, par exemple, la musique de John Williams, même si elle a été créée pour être illustrative, elle est tellement présente, tellement fascinante. Je vois par exemple où la BO d'Harry Potter 3, elle est tellement fascinante que l'autre jour, on était dans l'atelier, on a arrêté de taper du marteau, tu vois. On s'est arrêté parce que la musique passait derrière, on s'est arrêté pour l'écouter. Ben, c'est quand même un signe fort. Ça veut dire qu'il y a des œuvres qui savent porter et qui savent faire taire les gens et dire maintenant on m'écoute. C'est aussi une force et une. Mais bon, on va peut-être arrêter ce débat parce que je vois que Thomas est en train de regarder la montre en se disant putain, on a plein de musique. Non, mais c'est surtout que tu le trancheras pas parce que les deux visions sont respectables. Donc à partir de ça. De la même manière, moi j'ai assisté à des scénars avec Flavie où elle utilisait de la musique, par exemple de la leçon de piano. D'une manière magistrale, de manière magistrale et voilà. Alors que pourtant, moi, j'aurais pas parlé sur ces musiques, mais bon, elle le faisait et ça marchait très bien. Donc c'est pour dire que je ne suis pas non plus en bois brut et voilà. Mais bon, c'était une thèse qu'on soutenait la dernière fois. Il fallait quand même refaire le débat. Ok. Alors du coup, ça va amener vers un autre sujet. Donc oui, je vais juste redire, de toute façon, ce débat qu'on a sur la musique, il est vraiment valable avec tout support que tu vas utiliser en jeu de rôle. Parce que par exemple, il est tout à fait possible que si tu utilises des images, et ça se fait quand même vraiment beaucoup, les joueurs soit ne vont plus voir que ce à quoi ça fait référence, c'est-à-dire que si pour un PNJ tu montres l'image d'un personnage de jeu vidéo ou d'anime connu, ils vont plus voir que le personnage, ils arriveront pas à se faire à l'idée que c'est par contre c'est juste un PNJ en plus.
Ouais. Ou alors ils vont trouver que c'est en décalage effectivement avec ce que tu proposes. Donc bon. Il faut doser. Moi, pour la musique, je sais que je joue beaucoup avec le son. Effectivement, s'il y a un moment ou un autre, j'observe du rejet ou des gens qui sont mal à l'aise, soit j'arrête la musique, soit je change, quoi. Donc, de toute façon, il faut pas être rigide. Être MJ, c'est un boulot d'animateur, c'est un boulot d'écoute. Donc, il y a un moment, des fois, il faut aussi arrêter d'imposer sa propre musique si effectivement ça ne passe pas, quoi. De toute façon, je pense que, alors encore une fois, on va me dire non, il n'y a pas de bon MJ, il n'y a pas de mauvais MJ, mais je pense tout de même que quelqu'un qui sera un petit peu empathique avec ce que vont vivre les joueurs autour de la table essaiera quand même de faire attention à leur sensibilité, quoi. Mais ce qui est important, parce que là on est dans le jeu de rôle d'horreur, et là on va vraiment tout de suite passer sur une nouvelle écoute, on va passer sur Eraserhead, voilà. Parce que ce qui est important, c'est que quand vous êtes un MJ d'horreur, les joueurs, ils vous demandent quand même une chose. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous demandent que vous les malmeniez. Et donc, il y a un moment... Malmenier. C'est la même blague, Flash. Pardon. Il demande à se faire malmunier. Oh là là. C'était ça la blague, parce que les auditeurs l'ont peut-être pas entendu. Quand même, tout de même. Attention, t'as fait la même blague que moi, tu commences à être limite là. Oh merde. Donc voilà, les joueurs, vous êtes en train de maîtriser Sombre, vous êtes en train de maîtriser Cult, vous êtes en train de maîtriser Vermine. Les joueurs, ils sont là pour avoir mal. Et donc là, on va vous passer la bande son du film Eraserhead, qui est vraiment insoutenable. Ouais, déjà quand alors, vous je parle voyez pas de la le bande film, originale, c'est vraiment la bande son. C'est à la limite, vous passez le DVD sans montrer l'image, quoi. Ouais. C'est quand même vraiment, enfin, moi, pour l'avoir vécu, en fait, ce film, déjà, la thématique est vraiment limite, mais je pense que ce serait pas, ça ferait pas aussi mal s'il y avait pas ce son, quoi, ce son que David Lynch a travaillé avec bonheur et amour pour la fin de ses études, qui est absolument affreux, quoi, qui fait mal. Alors justement, donc je vais faire un peu mal à Romaric et Flavie. On va se le passer tranquillement. Donc on est dans une vieille maison hantée et il y a des espèces de personnages fantasques. Alors, est-ce qu'on est à l'appel de Cthulhu ou est-ce qu'on est dans l'asile psychiatrique de Patient 13? Il y a une petite bonne femme près d'un radiateur et elle a 2 boules sous le menton. Voilà, il y a un couffin avec un bébé particulièrement hors norme.
What are you talking about? I can't even sleep. I'm losing my mind. You're on vacation now. You can take care of it for a night. Well, you'll come back tomorrow? All I need is a decent night's sleep. Ok. Bah ça y est, j'ai des frissons, là j'ai les poils qui se sont hérissés sur les bras. C'est bon, je suis sûre qu'on a écouté la BO d'Eraserhead, pas de souci. Voilà, c'est vraiment une bande son chargée d'immondices. Ouais, c'est exactement ça. Ah puis ça me rappelle le film du coup. C'est pour du jeu de rôle en noir et blanc, crade, qui se passe dans des caves, dans des chambres d'hôpitaux, dans des caveaux avec voilà, pour du Patient 13, du Silent Hill, PNJ dégueulasse, ou dans le syndrome de Babylone, ou dans Lacuna, tout le monde est fou, vous pouvez faire confiance à personne. Moi je sais pas, mais c'est peut-être parce que j'ai vraiment un rejet de... mais qui du coup allait très bien avec le film, tu vois, mais ça me fait presque penser à une bande son qu'on pourrait utiliser dans les camps de la mort. Enfin, je sais pas s'il y a un truc. Pas le moment où écrit Shut Up à son bébé, mais tout le reste avec les bruits cinglants, le vent, il y a vraiment un truc sale dedans, quoi. Ouais, sans aller jusqu'au camp de la mort, c'est un sujet un peu délicat, mais effectivement, c'est je sais pas quoi. Moi l'ambiance au final je la trouve pas moi je sais pas, j'ai pas vu le film. Elle est charmante en fait, grosso modo, je la trouve charmante quoi. J'ai envie d'y aller dans un petit village, ce petit hameau, il y a ce petit bébé qui crie, j'ai envie de rencontrer ses parents qui ont l'air très sympathiques, voilà, tout ça. Attention, j'imite le bébé. Voilà. Et donc j'en parlais pendant l'écoute. Il y a un moment où on faisait pas mal de parties d'horreur avec mon équipe habituelle de joueurs. Et donc au bout d'un moment, il commençait à me connaître, et quand je commençais à sortir cet album, il savait que les choses allaient devenir vraiment glauques. Il disait que c'était presque pavlovien. Ah bah ouais. Tu sentais qu'il commençait à se crisper sur la table. Donc très très efficace. Mais inversement, c'est pareil. Donc là, j'ai 2-3 suggestions d'écoute dans le même style. Vous avez un album de Skinarea qui fait vraiment très ambiance d'Asie psychiatrique avec des hurlements en allemand. Vous avez un album de Bloodhouse North qui s'appelle Mort, Alors, je vais qui est te poser l'album de une la question, flétrissure. et je pense que je ne suis pas la seule à me poser cette question. Ouais. Pourquoi avoir écouté ce genre d'album? Où as-tu dégoté ça, Thomas? Et est-ce que tu aimes ce genre Il a échangé ça contre des cadavres, je pense, quand il était fossoyeur. Je pense que, un peu comme toutes les personnes qui s'intéressent à la même chose, Il était fossoyeur. Parce qu'on peut être attiré par son côté sombre, quoi. C'est voilà. Je pense que c'est la fascination. En fait, c'est le mécanique même de l'horreur, c'est répulsion, fascination. Moi, c'est ouais. Si tu t'arrêtes sur le bord d'autoroute, il y a 3 voitures encastrées, du métal froissé, du sang, les sirènes de police et d'ambulance. C'est quoi le réflexe de 80% des gens? Tu regardes. Ralentir. C'est de s'arrêter, quoi. Et puis le lendemain, on commente. Mais pourtant, si tu vas demander à la personne si elle a pris son pied de savoir que quelqu'un s'était fait broyer dans la voiture, évidemment que non. Non, mais bien sûr. Sauf que c'est comme ça, et ça c'est humain, parce qu'en tant qu'humain, on s'intéresse au scénario il y a c'est un principe de la psychologie positive, c'est que les humains, c'est un mécanisme de survie, on s'intéresse au scénario du monde hostile. Et moi, c'est-à-dire qu'on emploie beaucoup de notre énergie, et puis de nos neurones, notre attention à se focaliser sur les trucs violents, négatifs. Parce qu'en tant qu'être humain, on essaye d'identifier ce qui peut nous nuire. Ouais. Et par exemple, et même que ce soit à la télévision ou dans les médias, on va être plus attiré par ce qui est sombre, par ce qui est dangereux. Mais en fait, c'est un mécanisme de survie. Alors après, j'invite tout le monde quand même à essayer aussi de temps en temps de se voir un bon film comique ou à écouter de la pop aussi, parce que dans la théorie comment s'intéresser au scénario du monde hostile, c'est une technique de survie. Par contre, c'est pas une technique pour être heureux. Non, dans la théorie de l'esthétique, alors j'espère que je vais pas trop dire de bêtises, ça fait très longtemps que j'ai lu ça. Ça s'appelle le sublime. Le beau par le voilà. C'est ça, c'est sublime. Le sublime parce que en gros, c'est quelque chose qui va pas être beau. Le beau par les mais qu'on va pas réussir à arrêter de regarder. Et par exemple, c'est pour ça que le cri de Munch, qui est l'exemple le cri de Munch typique de a été si décrié à l'époque, parce que
c'était pas beau, mais en fait c'était effrayant et il y a même eu des principes de rejet tellement forts qu'il y a des gens qui ont essayé de détruire la toile. Elle a été volée d'ailleurs récemment. Et ça me fait Enfin, vraiment récemment, penser il y a à déjà ça une en bonne fait. dizaine d'années, Je pense que si tu veux vraiment faire un bon scénar d'horreur, même en utilisant la musique, se rappeler un peu de tout ça, c'est pas mal. Ça permet de donner des idées, quoi. C'est comme à l'appel de Cthulhu. On demande qu'est-ce qui se dévoue pour descendre à la cave. Bah moi. Parce que j'adore ça. Tu sais, en tant que joueur, tu sais très bien que tu vas tomber sur le truc affreux. Bah oui, ton c'est ça. personnage Que t'as envie d'y va certainement aller. subir des dommages et perdre de la santé mentale. Mm. On sait qu'en fait, ludiquement, Ouais. c'est pas pertinent. D'ailleurs, des fois, les premières parties de l'appel de Cthulhu, moi j'ai des joueurs qui faisaient tout pour pas aller dans la maison hantée, parce Ouais. qu'ils jouaient en fait un peu À tel point que ils jouaient moi, la survie de leur perso. C'est quoi. marrant que tu parles de ça, Thomas, parce qu'on a fait un Mais- scénar de Cthulhu il y a 2 jours et où j'ai bien précisé dans le contrat social que vous êtes des investigateurs et que le but c'est de découvrir ce qui se passe. Ouais, Parce que sinon, si vous essayez de faire comme vous mais réagir- par contre, quand t'as des joueurs qui sont bien dans Thomas. le trip, en fait, ils disent, oh putain, si j'ouvre ce sarcophage, Ouais. si je descends dans la cave, si j'ouvre cette porte, et en plus on a mis la musique derrière pour bien signifier que il se passait des trucs pas nets, il va se passer des trucs horribles, mais du coup, putain, je veux savoir. Vous ne quoi. voyez Je pas veux le savoir, regard de quoi. Thomas, chers auditeurs, mais ça vaut vraiment le détour. T'es avec son petit œil en coin, là, il vous regarde, il vous fait peur, il me fait peur. Alors, je voudrais revenir quand même, Thomas, sur cette histoire de pavlovien, parce que ça, moi, c'est un truc que j'ai beaucoup utilisé pour les musiques. Moi, j'avais des thèmes, en fait, carrément pour mes PNJ, dans le sens, c'est mes super PNJ qui bouffent toute la liberté que les joueurs. Ouais, je l'ai fait aussi, c'est vachement Et bien. voilà, c'est super. Les parce que- musiques de générique. Alors, tu parlais du silence. C'est vrai qu'un conseil qu'on peut faire, faut en parler. c'est aussi tout Thomas. à fait possible de ne pas sonoriser sa partie et en fait de se garder juste l'opportunité de passer 2 ou 3 pistes pendant la partie qui vont être les thèmes effectivement d'un personnage récurrent ou qui vont être alors je suis désolé pour lui, mais je sais qu'il y a un gars sur les forums, Antonio Bay, qui expliquait que par exemple quand il maîtrisait Tsin, à chaque scène de combat il passait la même musique. Je me demande si c'est pas Romain Ducier tout bêtement, mais je suis pas sûr. Et en fait, il expliquait justement, on était vraiment dans le pavlovien, c'est qu'il y a des moments, imaginez, tu fais ça pendant plusieurs séances. Et à un moment, t'es en train de causer dans une taverne tranquillement avec un gars, et tout d'un coup, il passe la musique de la baston. Tu dis qu'est-ce qui se passe, tout le monde sort son sabre et tout, là c'est énorme. Tu peux même carrément provoquer sciemment un malentendu avec les mecs qui se foutent sur la gueule alors qu'en fait il y avait rien. Quoi. C'est juste que le gars en face, il a haussé un sourcil et on s'est dit oh là ça va partir et d'un coup ça tourne à la Tarantino quoi. Non mais c'est ça que c'est pour ça que c'est intéressant de revenir. Je faisais ça. Moi je pense qu'on a tous utilisé ça. Oui. Mais moi je le faisais pas mal. Je me rappelle qu'à l'époque c'est des vieilles ficelles mais ça marche tellement bien. À l'époque où je masterisais Anima pour vos histoires, en fait je le fais surtout pour l'histoire personnelle des joueurs en fait. Check toi par exemple, j'avais fait une histoire d'amour avec une nana et le but c'était de s'apercevoir pas n'importe quelle nana, attends, c'était la reine Elisabeth. Voilà. Mais le but c'était de s'apercevoir au fur et à mesure que c'était ta sœur et que c'était affreux. Et donc dès le début, faire baiser ma sœur. Et donc dès le début, j'avais passé une musique bien spécifique d'amour que j'avais chopée dans un manga à l'eau de rose et tout. Donc dès qu'ils se voyaient, c'était beau et le but c'était de continuer même après pour que ce soit vraiment désagréable quand ils la voient. Mais oui, mais c'était une super bonne idée. J'avais trouvé ça trop glauque en fait. Mais bon, au final, j'avais réussi à découvrir assez facilement que c'était ma sœur, donc il y avait pas de problème. Oui, parce qu'avec Anima, nous on faisait des histoires d'amour, faut le savoir. On avait tout compris. Est-ce que c'était T'as tout compris, un système de moi en fait, c'est simple, on utilisait style, donc on pouvait tout faire. Ouais, avec le style, on faisait tout. On avait de la classe, puis c'est tout quoi. Allez, on va peut-être se passer à autre chose. Alors, on était dans quel cercle là, Thomas? Alors là, c'était le cercle des démences. Hein. Je pense qu'on va passer au cercle des démences. Des quoi? C'est lequel le troisième, Thomas? C'est le cercle de... Il y a les décombres après. Alors on va dalles, mais alors comme je me limite dans les bonus dans le nombre de musiques que je vais vous passer, je veux proposer une pour laquelle j'ai vraiment un faible. Alors, on va passer au thème des déités. En fait, qu'est-ce que c'est les déités d'ailleurs? Les déités, c'est des entités mythologiques, c'est des dieux ou alors c'est des hommes qui ont atteint un nouveau stade. Ça peut être, imaginons, si on est à Sens, une rune qui a complètement pété les plombs et qui est en train d'accéder à la divinité. Ça peut être un grand ancien. Un grand ancien, l'abîme d'Azathoth. Donc, il y a des choses en fait, on se dit mais
comment je fais pour sonoriser une rencontre par exemple avec Azathoth quoi. Comment je fais? Et là il faut vraiment aller chercher loin. Donc on va chercher très loin. On va se faire une écoute de Earth, qui est le groupe qui a inventé ce qu'on appelle le drone metal. Oh là là, tu me fais peur. Bon allez, écoute Tu me musicale. fais peur. Alors, à la demande d'un des postcasseurs, Voilà. Il y a un des on a dû podcasteurs arrêter. cachés de ce podcast qui a demandé d'arrêter Bon, cette alors je musique. suis enceinte et je peux vous assurer que mon bébé a détesté cette musique. Donc le bébé de Flavie n'apprécie pas Earth. Donc sachez Voilà. que quand il écoute ça, il me défonce l'estomac. Hein. voilà, donc vous les dire. les bébés, voilà, le bébé a senti l'approche d'Azathoth. Ce qui est marrant, ouais, Il a entendu les flûtes telluriques et les immenses pulsations de l'abîme, et donc on va dire que ça l'a pas Parce qu'il a tellement senti réjoui. tout ça, mais ça l'a pas réjoui. Voilà, ça c'est marrant déjà parce que tu vois, rien qu'au niveau des basses dans ce morceau, on voit que physiquement, même moi, hein, j'avais déjà, bon, faut dire que j'ai une position particulière parce que je suis juste devant les enceintes, mais j'avais déjà des petits poils des bras qui commençaient à s'hérisser, qui vibraient quoi, tu vois. Donc déjà physiquement, la musique te met dans un état particulier. Moi, Ça, c'est j'adore intéressant. ce genre d'utilisation de la basse. Je suis allée voir à une époque pas mal de groupes en concert qui faisaient ça parce que je trouve que Flavie. il y a vraiment quelque chose qui se passe. Alors, en concert, tu le ressens de façon vraiment physique. Mais c'est comme si moi j'ai mon meilleur souvenir à ce niveau, c'est un concert d'Electric Wizard. J'adore. T'as entendu, il a dit mon pire et après il a dit mon meilleur. Ah bah souvenir. c'est un peu des deux. Oh, le Où, en lapsus. fait, j'étais à la fin du concert, j'étais complètement stone. Alors que je promets que j'avais rien consommé. Je crois que j'avais même pas bu une bière. Voilà, parce que les basses ont un effet physique, effectivement. Earth, c'est que des basses. C'est extrêmement monolithique. Il doit y avoir 2 ou 3 accords différents dans l'album. Et pour moi, ça marque le signe d'une puissance absurde et stupide. Voilà, c'est vraiment la musique du mythe de Cthulhu. Hein. C'est un son qui est caverneux. On parlait de décor et vraiment on a l'impression d'être dans des espaces immenses, mais qui en même temps vous oppressent. Grosso modo, on est dans le ventre de la baleine. Et Si on est à Monostatos, on rencontre le maître abîme. Je vais reparler de la colline à des yeux, mais c'est le genre de musique qu'il y a dans le film en fait. Il y a des moments où on n'entend rien. Et en fait, c'est quasiment tout le temps de la grosse basse bien sourde, bien flippante. Ce qui c'est- fonctionne bien au ça a de cinéma, l'ambiance. c'est de temps en temps, malheureusement, je peux pas citer de film comme ça, mais des fois, il y a un moment de calme, il n'y a pas de musique, et en fait, on entend juste pendant, quelques secondes, juste un son de basse, mais c'est pas identifié, c'est juste de la basse, quoi. Et là, on se dit, en fait, c'est le son du séisme, en fait. Pourquoi ça marche sur nous? Parce que toi, en tant qu'être humain, quand t'entends la basse, tu te dis, merde, la terre tremble. C'est ça en fait. C'est ce réflexe-là de dire qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il faut que je me réfugie sous une table là? Est-ce qu'il faut que je sorte en courant? Tu penses qu'il y a de ça? Ouais, moi au cinéma quand ça me fait ça, en fait, ma première réflexion, je me dis la terre tremble. Ouais. Même au cinéma quoi, quand t'es. Et donc pour finir avec les basses, je vous conseillerais vraiment, mais alors Thomas. à toute force, un album que je conseille dans musique sombre, c'est un album de musique néoclassique de Gavin Bryars. Il s'appelle The Sinking of the Titanic. Alors vous connaissez tous la légende et dans le film Titanic on le voit très bien, d'ailleurs c'est extrêmement bien mis en image, que le quatuor à cordes du Titanic a joué jusqu'au bout. Ouais. Et en fait c'est donc cet album, c'est une piste de 25 minutes. On entend un quatuor à cordes
qui joue vraiment toujours le même morceau, la même empreinte en boucle. Alors déjà, ça c'est très lancinant. Et en fait, au fur et à mesure, au début, on n'entend rien. Et en fait, en fond, on a de la basse qui monte, et au niveau du mixage, c'est de plus en plus fort. Et à la fin, en fait, on entend le son du quatuor à cordes est vraiment extrêmement ténu et il est couvert par une lame de fond de basse. En fait, on sait qu'on est en train de sombrer. Ouais. Alors, si vous jouez à Pavillon Noir, par exemple, vous devez faire justement le naufrage d'un bateau. Au Metal Adventures aussi, on peut avoir, parce que ça peut être très long en fait, un vaisseau fantôme, les moteurs sont éteints, vous dérivez vers des astéroïdes et tout. Vous utilisez cette musique-là avec une vraie dramaturgie, quoi. Bon, elle est simple, hein. C'est juste, on monte. Mais c'est tellement efficace. Il y a quelque chose qui me marque dans musique sombre pour jeu de rôle sombre et la manière dont tu utilises les musiques en général, c'est que t'en as complètement mais rien à branler de l'époque dans laquelle on joue. Je prends par exemple l'exemple de Cthulhu tout à l'heure que tu citais, où moi j'ai un petit peu sursauté quand tu dis on peut utiliser ça pour Cthulhu. Moi je vois pour Cthulhu 1920, l'idée d'utiliser du drone métal, ça me semble anachronique. Ouais, après je me suis dit attends. Ouais, Et après je me suis dit ah non, en fait, ça l'est pas, parce que c'est vrai que les grands anciens, même en 1920, eux, ils avaient déjà de la technologie et tout. Il y a des extraterrestres qu'on peut apercevoir en 1920, etc. Donc je me suis dit, ah non, en fait, c'est pas mal. Même, ça rajoute l'anachronisme, ça rajouterait même à l'horreur si t'es en 1920. Mais là, je t'entends citer pour des trucs comme Pavillon Noir, des musiques qui sont expérimentales. Ouais, parce qu'en fait, c'est bizarre. Parfois, je trouve tu prends un album comme Earth ou Gavin Bryars, c'est tout. Enfin, honnêtement, les instruments, on reconnaît à peine ce que c'est. Bah, si, tu sais dire que c'est de la guitare, tu sais dire que c'est des violons. Mais je prends un album comme conseillé là, Without Thinking de Hildur Guðnadóttir, où c'est du violon, mais c'est du violon. C'est toujours des noms imprononçables. Moi, je serais incapable de répéter. Du violon extrêmement sombre, mixé bizarrement avec la basse mise en avant. Je pense que tu fais très vite, tu détaches très vite de ce que c'est comme instrument. Ouais. Pour plutôt ce que c'est comme ce qui m'intéresse, c'est plus les tessitures en fait, et vraiment les tessitures, les textures, parce que je vois la musique comme un décor. Je rappelle quand j'étais petit en cours de musique, t'as toujours l'épreuve où il faut reconnaître les instruments, et j'étais nul à chier à ça. Et moi aussi, à chier. Parce que moi c'est pas ça qui me parle. C'est pas le matériel, c'est juste le son, c'est le son qui m'intéresse. Le rendu, la somme. L'ambiance que ça va faire en toi, en fait. Et du coup, et c'est aussi pour ça que moi, je pense que je suis capable d'écrire aussi sur de la musique. Je le fais pas mal. Parce que je pense que toi et moi, on a des visions, des perceptions. Je pense que toi et moi, on a des perceptions assez différentes de ce qu'est la musique. Moi, je ne peux pas faire une activité linguistique, ou en tout cas une activité énonciatrice de sens sur de la musique. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ce que je peux faire sur de la musique, éventuellement, c'est bricoler. Peindre un mur. Là, je peins un mur, je peux écouter le Requiem de Mozart, ça me pose aucun problème. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est pas sur la même, j'ai envie de dire, c'est pas sur le même canal dans mon cerveau, quoi. Mais discuter, écrire, faire ce genre de choses sur de la musique, c'est hyper difficile. Ouais, on n'a pas les branchements faits de la même façon. Pour le jeu de rôle, j'utilise justement les musiques que tu n'as pas citées dans Musique Son pour jeu de rôle, c'est-à-dire du jeu vidéo et de l'ambiance. Des trucs, tu disais que les rôlistes ils connaissent bien, parce que justement je trouve que c'est des musiques qui sont faites pour ça. Et ça se sent, c'est-à-dire que il y a des musiques qui sont là pour illustrer une ambiance, uniquement pour illustrer une ambiance, et voilà, et ça fonctionne bien. Et je pense que je suis plus. Et il y a des musiques qui sont là pour dire. Je suis plus fan de détournement, quoi. Je suis un grand détourneur en fait. T'es un grand détourneur. Est-ce que tu veux nous faire visiter un autre cercle? Ouais, je pense qu'on s'arrêtera là, parce qu'on a déjà fait un grand tour. Allez, un petit dernier. Quand même. On parlait beaucoup de décalage, on parlait de, métal et tout. Je vais vous faire écouter de la pop. Yeah. Enfin, c'est de la pop. Alors, pourquoi tu nous fais c'est toujours pareil. Ouais, enfin, ça va pas être Madonna, je pense. Hein. Non. Ah bah justement. Alors, pourquoi de la pop? Parce que il y a beaucoup de moments d'horreur qui sont très efficaces à cause du décalage. Par exemple, dans Stade de Stephen King, où l'horreur la plus infecte intervient dans un monde qu'on veut à tout prix protéger, c'est-à-dire le monde de l'enfance. Donc pareil à Little Fears. Donc imagine, on joue à Little Fears. Je te passe de la musique d'Orgue de Barbarie. Ouais. Il y a rien de plus choupi, on est d'accord.
Ouais. Mais tu vas clairement te dire qu'il y a pas problème. si on tente Pomme d'amour, tu vas pas accepter, Ouais, quoi. ouais, Hein, d'accord. on est d'accord. Ouais, c'est un petit peu le syndrome du lapin rose dans Silent Hill 3, où t'as des espèces de lapins Duracell qui ponctuent le jeu. Tu te Ouais, dis, tiens, c'est marrant, qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce que cette Ouais. poupée de lapin rose toute mignonne fait au milieu de cette espèce d'enfer? Parce que l'humour, c'est une sorte de politesse de l'horreur, quoi. C'est pourquoi cet air si sérieux? Ouais, On d'autant écoute. que dans ça, c'est quand même vachement utilisé, saleté de clown. Voilà. Après, il y a plein de choses. Tu Il y nous a fais un écouter album. Alors, j'avais avant de passer à l'écoute, Ouais, il y a un album t'en fais. que j'adore, qui est pareil que je parle dans le bouquin, un album d'un groupe qui s'appelle The Knife, qui s'appelle Silent Shot. C'est de la pop post-punk avec énormément de synthétiseurs. La chanteuse a une voix assez douce. Et en fait, c'est juste un album horrible qui parle de prostitution, de drogue, de lames de rasoir, de rails de coke, qui parle des règles, qui parle du dégoût de soi et tout. Et en fait, parce que dans n'importe quel, si vous jouez à Dirty Secret, quoi, C'est par vrai que les exemple, règles. dans le monde contemporain, ce qui est horrible et ce qui est sublime en fait est tout le temps en collision. La vérité, c'est que c'est jamais cloisonné. Les choses sont jamais cloisonnées, quoi. Mmh. Et donc là, petit album de Tori Amos, dont la vie justement n'est pas été un lit de rose. Hein. Je vous jure qu'il fout les boules, ce mec. Ah, j'adore Tori Amos, je suis très contente que tu la passes. Voilà. Alors Tori Amos, j'ai pas tellement envie de rentrer dans les détails parce que Parce que. Tori Amos a été victime en fait de violences. Hein. D'accord. Voilà. Et ce qui est d'ailleurs étrange, c'est qu'elle est une carrière musicale en fait parsemée de titres vraiment très pop. Hein. Il y a certains tubes comme Crucified qui est passé en rotation lourde sur les radios, sur MTV et tout. Et en même temps, Tori Amos parle souvent de termes utilise des thèmes extrêmement adultes. Il y a la chanson Me and a Gun qui témoigne en fait de ce qu'elle a subi. Donc voilà, il n'y a pas que Korn qui sait parler des sévices, qui sait parler de la violence, quoi. La pop aussi en parle extrêmement, quoi. Et donc là, c'est un extrait de l'album Strange Little Girls, qui est une reprise en fait de pas mal de choses justement assez violentes et vues par une femme, hein, parce qu'elle reprend Eminem avec une chanson, il me semble, assez machiste. Elle reprend du Tom Waits. Et là, ce que je vais faire écouter, c'est Raining Blood, qui est une reprise de Slayer. Yeah! Trop bien, je connais pas. Enfin, Slayer si, mais pas la reprise. The sky is dark.
Est-ce que vous auriez des suggestions de jeux de rôle là pour cette piste par exemple? Je sais pas, moi j'ai dans cette chanson. Pour moi, ça me fait penser à du Vampire la Mascarade. Mais en fait, c'est une connerie, c'est parce que j'ai eu des réflexes pavloviens sur ce genre de musique, sur Vampire la Mascarade. Mais en fait, je sais pas. Pour moi, clairement, ce genre de musique, c'est pas. Enfin, je la verrais pas dans un jeu de rôle, en fait. En fait, je pense que ça, j'utiliserais soit pour le calme avant la tempête, ou au contraire pour illustrer pour utiliser un effet de décalage. Ça peut être carrément un cataclysme. Enfin, il tombe des têtes coupées sur la ville et tu passes ça, quoi. La chanson s'appelle Raining Blood, hein, donc c'est littéralement un flot de sang, quoi. Et tu imagines le sang qui déferle Mais pour moi, au ralenti. Pour moi, ça c'est typiquement le genre de musique sur laquelle on peut pas parler. Et moi, tu vois, dans un jeu de rôle, j'utiliserais, comme je disais, mes cinématiques sont un peu étranges parce qu'on parle quand même dessus, mais c'est par exemple, moi j'aime bien faire des moments en fait dans mes jeux de rôle où chaque personnage a un moment où il va pouvoir plusieurs fois dans le jeu de rôle dire ce qu'il fait tout seul et ce à quoi il pense. Et je pense qu'après un truc vraiment cataclysmique,
Ils ont réussi à s'en sortir, etc. Où chacun est dans ce truc. Moi, je le vois bien dans une maison. À Dirty Secret, il y a des phases de jeu qui sont imposées où tu dois faire de l'introspection. Et par exemple, je trouve que ça va bien là-dedans. Je trouve que la personne décrit, là, je prends une douche, j'ai du sang qui tombe de moi, là dans le bac de douche. Mais je comprends ce que vous dites, mais je pense qu'il y a un biais dans ce que vous racontez, c'est que j'ai l'impression que la manière dont vous voyez le jeu de rôle, c'est comme si c'était un film, en fait. Comme si on était au cinéma. Parce que là, je suis d'accord avec vous que une scène où il y a un gars, effectivement, qu'on pense avoir un grand moment introspectif, qui prend sa douche, etc., en silence, tu mets une musique comme ça dessus, oui, ça marche. À la façon d'un espèce de clip où c'est la musique qui raconte ce que le gars pense, oui, ça marche. Mais est-ce que vous croyez vraiment, sincèrement, qu'en jeu de rôle, ça fonctionne, ce genre de scène? En fait, je pense que ça fonctionne en sens inverse. Thomas. Je me rappelle une partie où j'avais passé... c'était une partie urbaine de culte et tout, où les mecs exploraient la vie. Fais attention à ton micro. Ils allaient dans des bars chelous, ils allaient dans des boîtes de nuit vraiment tristes. Et j'avais passé Death Prod de Morals and Dogma, qui est vraiment un album, c'est juste que du souffle. On entend le son principal, c'est de la scie musicale. Ah oui. Tu nous l'avais passé. Ouais, c'est un souffle. Et en fait, à la fin, tous les joueurs s'étaient mis à bader, alors que même c'était pas forcément amené par le jeu, quoi. C'était aussi amené par la musique. Et en fait, alors tu vas dire que c'est de la manipulation, mais bon, lâchons le mot, c'est de la manipulation. Tu penses en fait que tu peux arriver à manipuler les affects de tes joueurs, quoi. C'est-à-dire que la musique va servir à imposer une scène. Tu vas entraîner le jeu vers une certaine pente. En employant, en fait, à la limite, c'est vrai que j'ai tendance à dire que quand je choisis les musiques, bon, déjà avant de démarrer la séance, généralement je me prends une pile, une dizaine de CD en me laissant, en disant, pour dire ça va être une dizaine de possibles, quoi. Et puis de toute façon, j'ai tendance à visualiser effectivement une scène finale. Alors je prétends pas, parce que je pense pas être un MJ illusionniste. Je prétends pas amener forcément vers une scène finale, mais au moins vers une ambiance. Et du coup, je passe la musique sur laquelle je visualise cette ambiance. Et ça a tendance à m'aider et puis à aider la table à aller en fait vers une ambiance finale. Puis au-delà de ça, moi j'utilise la musique aussi pour... si certains suivent un peu les podcasts de la SUS depuis la cellule depuis longtemps, vous devez commencer à savoir que je suis une joueuse à tendance simulationniste. Et j'aime bien en fait, au fur et à mesure, amener... comme pour les réflexes de Pavlov, en fait. J'aime bien qu'au début d'une campagne, mes joueurs choisissent un morceau qui leur paraît aller avec leur personnage, et passer ce morceau à chaque moment où ils vont avoir une scène un peu plus introspective, façon à ce que moi je l'utilise comme ça. Je dis pas qu'il faut faire ça, mais voilà. Mais moi je sais que au fur et à mesure, quand je repasse ce truc, en fait, les joueurs se mettent, quand je passe leur son, à faire un moment d'introspection un peu badant sur des choses qui leur est arrivées, et j'aime bien en fait amener ça dans mes scénars. Voilà, ça ne concerne que moi. Non. Mais ça y est, j'ai trouvé le nom du jeu. Par exemple, en fait, cette musique de Tori Amos, j'utiliserais si je jouais aux cordes sensibles de Frédéric Sintès, par exemple. D'accord, ok. Ce qui est rigolo, parce que moi j'aurais tendance à pas utiliser de musique aux cordes sensibles. Encore une question de sensibilité. Le fait est que, tel que nous sommes en fait au XXIe siècle, la musique est vraiment devenue la bande originale de nos vies, que ce soit effectivement dans le monde réel ou que ce soit en jeu de rôle. Chacun a une perception différente de la musique, mais il est certain que chacun de nous, qu'on ait une grande expérience ou qu'on soit encore in utero, quand on entend de la musique, ça va forcément justement jouer sur nos cordes sensibles. C'est au MJ de comprendre comment ça fonctionne et de tester à sa table. Mais honnêtement, si c'était à refaire, je continuerai à en utiliser, je l'utiliserai toujours, parce que voilà, c'est la bande originale de nos vies, quoi. Et j'aurais des milliards d'exemples, le podcast il pourrait durer 20 heures. Ouais. Mais tu vois, par exemple, moi je pense que il y a des scénars où j'utilise pas de musique pour certains.
Il y a des scénars où je vais en utiliser beaucoup. Il y a des jeux de rôle pour lesquels je vais utiliser de la musique et des jeux de rôle pour lesquels je vais pas en utiliser. Et ça dépend vraiment. Ça peut dépendre de mon humeur, ça peut dépendre de comment je vois le truc, de comment je sens mes persos et voilà. Moi, je me rappelle par exemple d'un scénar d'écrime où j'avais quasiment pas utilisé de musique et où je pense que c'était une grosse erreur. Où j'aurais dû en utiliser et à contrario l'inverse m'est arrivé aussi quoi où j'en ai utilisé et j'aurais pas dû ça dépend vraiment en fait au final vraiment ça c'est l'utilisation de la musique c'est vraiment une réflexion. Moi je pense que vraiment si j'écoute ce que vous dites et tout, je pense que vous en tant que maître de jeu, vous avez une vision qui est assez en fait je suis en train de me demander si vous avez vraiment une vision de la musique en tant que maître de jeu ou en tant qu'écrivain. Parce que je pense que vous avez une vision... En tant que scénographe. Ou en tant que... Ouais, voilà, c'est ça, en tant que scénographe. Je pense que vous avez une vision de la musique qui est inspirante. C'est-à-dire que pour vous, la musique vous sert à vous, en tant que meneur de jeu, à vous plonger dans l'ambiance que vous avez envie de retranscrire. C'est important ce que tu dis. J'avais vu ça sur un forum, effectivement. Thomas. La musique est presque plus importante pour les musiques pour les joueurs. Voilà, à la limite, vous pouvez très bien continuer, même si ça marche pas sur vos joueurs, mais du moment que ça vous apporte à manger, en fait, si ça nourrit votre flow de MJ. Ouais. Eh ben, continuez à en mettre, même si moi je sais que des fois j'étais à fond dedans et en fait le son était pas fort et des fois mes joueurs entendaient même pas la musique. Mais moi au moins ça m'était utile parce que ça nourrissait mon flow. Et comme ça t'était utile, c'était utile aux joueurs aussi, je pense. Et c'est vrai que maintenant tu le dis, il y a un truc que j'ai beaucoup utilisé. Je vais encore citer ce jeu, je suis navrée, mais à Anima, c'est le moment où j'ai un peu découvert. C'est le premier jeu que j'ai masterisé, donc évidemment j'ai découvert pas mal de choses là. Pauvre. Et oui, écoute, ça fait du narrativisme, monsieur Anima. J'ai fait énormément de choses sur Anima qui n'étaient pas du tout comprises dans ce jeu. Ouais. Et je sais comme du coup pour moi les mangas dont c'était inspiré, il y avait toujours des moments qui devaient être un petit peu plus rigolos et des moments un peu plus sombres. Je voyais pas toujours comment faire la transition et je le faisais avec la musique. Hier on venait de passer un moment sombre et tout et je me disais là il va falloir faire un moment un petit peu plus léger quoi. Où ils pourront un peu plus s'amuser, être un peu plus la team ensemble et tout. Et là je passais un morceau de musique un peu plus débile et directement j'avais Pierre qui se lâchait, qui faisait n'importe quoi. Mais moi, tu vois, ce que je retiens de toi aussi, Flavie, c'est que avant de jouer à Écrime, je me souviens très bien, tu préparais les scénarios d'Écrime dans mon bureau et tu passais la musique de la leçon de piano à fond pendant 3 plombes. T'étais toute seule dans le bureau. T'étais toute seule et la musique était déjà à fond. C'est-à-dire qu'on l'entendait. On était dans la pièce à l'autre bout de la maison. On entendait la musique que Flavie se passait à elle-même pour se mettre dans l'ambiance. Donc, selon moi, en fait, il y a une utilisation aussi de la musique dont on n'a pas encore parlé, dont on parle maintenant, qui est que ça inspire aussi le meneur de jeu et l'écrivain, en fait, que vous êtes. On voit bien que vous deux, là, Thomas et Flavie, vous vous nourrissez de la musique quand vous écrivez. Moi, quand j'écris, alors, j'ai écrit en musique. J'ai écrit un livre entier en musique, Sens Néant. Quand je l'ai donné à corriger à Bernadette, j'ai dû le refaire. Parce que je m'en étais pas aperçu, la musique avait compensé la mauvaise écriture. C'est-à-dire, donc je vous invite vraiment à faire très attention si vous écrivez en musique, à relire vos textes sans musique. J'écris pas toujours en musique. Non, attends. Les scénars, je parle pas forcément à toi, Flavie, je parle non, mais je te en dis, général. Les scénars, je trouve ça très intéressant. Oui, mais c'est une façon d'écrire sous influence, je suis d'accord, mais vérifiez bien, relisez bien vos textes après et vérifiez que dans vos textes, quand vous les relisez sans musique, vous réentendez cette musique. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire le côté, voilà, parce que si tu écris un texte sous la musique et que en le relisant, t'as toujours cette musique et que tu le relis, que tu trouves ça trop cool, si ça se trouve, tu vas enlever la musique, il va plus rien y rester. Je donne un exemple de ça, un exemple qui s'est vraiment passé. C'est lorsque Star Wars est sorti pour la première fois en film pour les producteurs, le Star Wars 4, le tout premier. Ils n'avaient pas encore reçu la musique de George Lucas et donc les producteurs l'ont regardé sans musique. Ils ont tous trouvé le film surpourri. Ils ont dit ça ne marchera jamais. Il y a eu un énorme blanc à ce moment-là. Les producteurs sont regardés. Ils se sont même interrogés sur ce qu'ils allaient devenir. Lorsqu'ils ont mis la musique de Williams, le film a pris une toute autre ampleur. Moi, je pose la question aujourd'hui aux auditeurs. Quand t'es en jeu de rôle, à la limite, non, tant mais mieux attends. si la musique, si t'es en jeu de rôle, oui. Mais si t'es un écrivain, non. Les défauts d'une scénarisation. Mais je parle pas, à la limite, je parle pas pour les Non, là, moi, je vous parle à vous en tant qu'écrivain. Parce que je pense que dans votre manière d'utiliser la musique, il y a forcément aussi votre manière d'écrire
qui est en jeu là-dedans, vous deux. C'est clair, c'est pas clair parce et que net. toi, ça marche pas. Enfin, moi, je sais Non, que je Mathieu sais bien. Gabory, par exemple, il écrit en musique, absolument. Je l'ai vu dans mon jardin écrire avec ses écouteurs sur les oreilles. Donc oui, je sais bien. Donc ça marche sur certains, c'est fort bien, mais j'invite les gens qui écrivent en musique, je sais qu'il y en a qui nous écoutent, qui écrivent en musique, à relire leur texte et à bien faire attention à ce biais, parce qu'il existe. Et voilà. Et justement, je voulais poser la question sur un film comme Star Wars. Est-ce que c'est pas la musique de John Williams qui fait Star Wars? Mais du coup, Ça- c'est intéressant parce que, par ça, exemple, c'est pour une le vraie pour le question. jeu de rôle de Bah, Star dans Wars. ces cas-là, est-ce que c'est Attends, c'est pour le pas jeu de rôle de les Star effets Wars- spéciaux sur les sabres laser qui font Star Wars? Non, mais quoi. pour le jeu de rôle de Star Wars, par exemple, c'est intéressant de réutiliser la même musique. Et voilà, c'est là où je voulais en venir, c'est que tu vois, quand on explore un canon, d'où ce que disait Flavie tout à l'heure, elle disait moi en tant que joueuse, je préfère le simulationnisme, les jeux de rôle qui ont tendance à encourager les propositions créatives simulationnistes. Pourquoi ? Eh ben, c'est pour ça qu'elle utilise de la musique aussi, parce que ça lui permet d'explorer un canon de manière beaucoup plus cohérente. Tu joues à Harry Potter avec la musique d'Harry Potter, tu joues Star Wars Si je maîtrisais Star Wars ou Bienvenue à Poudlard, le jeu de Évidemment. Frédéric Sintès sur Harry Potter, Évidemment. je ferai attention à ne pas passer les BO dans leur intégralité. Par contre, je m'arrangerai effectivement pour utiliser les morceaux les plus phares pour des cinématiques. Bon, par exemple, la marche de l'empereur, hein, tout ça. C'est clair. Et éventuellement, j'essaierai quand même aussi de surprendre mes joueurs avec des musiques, autres musiques. Par exemple, pour Star Wars, mais je conseille, mais puissamment, un album de Norsk, qui est d'électro, qui s'appelle La haine primordiale. Qui est une série pour Star Wars ou pour Sens Renaissance, qui est une série de thèmes électro qui sont vraiment en fait qui annoncent un grand danger, quoi, là, enfin l'espèce de l'avènement d'un nouveau tyran et tout, et qui fonctionne mais à pleine balle pour du Star Wars. Donc même si effectivement vous avez à cœur de mener simulationniste, sortez des sentiers battus et je pense que vos joueurs vous remercieront. D'accord. De toute façon, il faut pas utiliser uniquement la BO de Star Wars, mais il faut quand même l'utiliser quand on joue Star Wars. Ah, je sais pas, enfin, tu vois. Est-ce que tu trouves que dans les jeux vidéo Star Wars, ils utilisent autre chose que la musique de Star Wars? Bah, par contre, dans les dessins animés, ils utilisent pas uniquement la BO. Hein. Ah bon? Ouais. Oh bah, j'aimerais bien entendre ça. Et ils utilisent c'est normal quelqu'un d'autre que oui, mais très attention, oui, ils remixent voilà, beaucoup ça, pour avoir oui. des banques de sons qui soient vraiment variées. J'ai déjà eu des MJ, par exemple, jouer à Seven Seas avec la musique. On joue des pirates, on a la musique de Pirates des Caraïbes. Alors en plus, c'était avant qu'ils aient sorti 3 films, donc il y en avait qu'un ou deux. Donc on avait une banque de sons assez faible. faible. Pas encore de la bouse comme maintenant. Le MJ, il a passé en boucle 3 fois Pirates des Caraïbes. Si ça n'avait pas été un super ami, je pense que je l'aurais mis sur la gueule. Parce que c'était horrible. Tu passes le CD une première fois, c'était cool, on était bien dedans. Et une deuxième fois, t'en peux plus, quoi. T'en peux plus. Enfin après, tout le monde n'a pas la même tolérance aux boucles. Moi, je sais que pour moi, les boucles, c'est tolérance 0. Ouais, d'accord. Parce que moi, c'est du Saint Seiya, on en a fait pendant des heures et des heures. Ouais. On a toujours passé quasiment les mêmes musiques. Ah, mais c'est pas pareil, Saint Seiya. Bon, Saint Seiya, c'est dès que t'entends. en fait, lui, il dit les boucles, c'est tolérance 0, mais le scénar de Saint Seiya, en soi, c'est une boucle. C'est toujours la même histoire. Elle se fait capturer, ils vont blaster des mecs dans un ordre Tu vas précis. dans un temple, ensuite Et tu passes à un autre temple, et il va falloir continuer à Donc, en fait, blaster. il aurait horreur de Saint Seiya, de toute façon, Thomas. Voilà. Bon, merci Thomas, vraiment de nous avoir comme d'habitude, donné tout le l'occasion plaisir était pour moi. par ce livre Musique sombre pour jeux de rôle sombre de parler aussi de notre manière d'utiliser les musiques. Est-ce qu'une musique s'utilise ou pas, hein? C'est vraiment la problématique de ce podcast, j'ai envie de dire. Voilà, le livre, tout comme le podcast, vous invite à découvrir une façon de faire. Voilà. Il y en a d'autres. Voilà. Et une façon de faire, et je dirais plus un univers, le tien. Ça, c'est important quand même. Ah oui, c'est mon parcours personnel. Voilà, hein. c'est important de le dire, moi, je trouve, parce que Parce que par exemple, ça aurait été, imaginons 5 minutes que moi je dois faire un podcast comme ça, on n'a pas du tout le même genre de zik en fait. Oui, non, puis même, je pense que, comment dire, il faut vraiment aborder ce livre comme l'exploration de l'univers de jeux de rôle sombres par Thomas Munier. Qui fait déjà des jeux très sombres. Voilà, c'est pas un conseil, c'est pas un grand livre généraliste de conseils sur comment utiliser la musique, même si des conseils sont distillés au cours de l'ouvrage, mais c'est plutôt comment explorer. C'est un témoignage. Voilà, c'est un témoignage. Voilà, très bien. C'est vraiment le mot de la fin, je pense. Par contre, si un jour je dois masteriser ta version de sombre, tu utiliseras peut-être pas les mêmes musiques. Si, au contraire, j'utiliserai musique sombre, jeu de rôle sombre. Tu parles de Milvaux, Fly. Milvaux, ouais.
Moi, si je dois un jour masteriser Milvaux, je lis le bouquin. Ah bah, de toute façon, dans le bouquin, il y aura la bande son, hein, il y aura une liste d'albums. Hein. Ça c'est clair. Et ce sera peut-être l'objet d'un futur podcast sur les techniques. Les techniques doivent-elles figurer dans l'ouvrage, et les musiques, par exemple, qui sont une partie technique, doivent-elles figurer dans l'ouvrage. Pour moi, Milvaux sans musique sombre pour jeu de rôle sombre, on perd quelque chose, clairement. Moi, j'ai joué à Milvaux avec ses musiques, je jouerai à Milvaux avec ses musiques. Ouais, puis je veux pas vous spoiler, mais oui, effectivement, la musique est vachement importante pour Milvaux. Et voilà. Puisque, en plus, tu te présentes comme un jeu forestier, horreur et sludgecore. Ce qui veut bien dire quand même ce que ça veut dire. Allez, on vous laisse là-dessus, chers auditeurs. Salut! À bientôt! À vous l'antenne.